Or, c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir, disait Descartes, que de vivre sans philosophie. Il y a une vie de la philosophie hors de la classe, une cité des philosophes qui l'englobe et la nourrit. Non, je n'emploierai pas le mot erreur. Ça me paraîtrait presque grossier de parler d'une erreur à l'intérieur d'un système philosophique. Il me paraîtrait, si vous voulez, difficile, par exemple, dans une classe de philosophie, de dire, ben voilà, Descartes s'est trompé sur le doute, ou Descartes s'est trompé sur l'exemple. Bon, je ne pense pas que la réfutation d'un philosophe par un autre philosophe, bien qu'ils aient prétendu se réfuter les uns les autres, mais la réfutation d'un philosophe par un autre philosophe est quelque chose qui ait beaucoup de sens, je ne crois pas. Alors, est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de vérité philosophique? Vous allez nous scandaliser, là. Oh, je ne pense pas que je vous scandaliserai, vous, personnellement. Mais je dirais, il n'y a pas de vérité philosophique. La philosophie n'est pas un genre de spéculation dont la valeur puisse être mesurée par le vrai et le faux. Alors, qu'est-ce que c'est, la philosophie? Mais la philosophie, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est vraie. Cela n'entraîne pas qu'elle soit un jeu purement verbal ou purement gratuit. La valeur de la philosophie est autre chose que la valeur de vérité, laquelle valeur de vérité ne peut convenir expressément que à la connaissance scientifique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, tu sais, sur la vérité. Il n'y a pas de... Parce que peut-être autrefois, on pouvait parler de vérité en philosophie et de vérité en science, dans la mesure où les sciences existaient. Aujourd'hui, c'est irréversible, et il n'y a vraiment deux vérités, au pluriel, que dans la mesure où il y a des sciences, où on les établit, et il n'y a aucune contradiction entre ce que tu as dit, qu'il n'y a de vérité que scientifique, et ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas d'erreur, hélas peut-être, en philosophie. Oui, il n'y a pas de contradiction, et pourtant ce n'est pas tout à fait la même chose de dire il n'y a pas d'erreur en philosophie et de dire il n'y a pas de vérité philosophique. D'abord, il n'y a pas d'erreur en philosophie, ça flatte tous les philosophes. Mais il est bien certain que là où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas non plus à proprement parler de vérité. Il y a une errance, mais il n'y a pas de... Tout à fait d'accord, de sorte que je suis aussi, moi, tout à fait persuadé qu'il n'y a pas de contradiction. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais dit que si il n'y a pas de vérité philosophique, je n'avais pas pour autant voulu dire premièrement que un philosophe n'a jamais à se préoccuper de savoir ou non s'il dit la vérité, et deuxièmement que la philosophie n'est pas pour autant étrangère à une recherche concernant la nature ou le sens ou l'essence, comme tu dis, de la vérité. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut faire la différence, comme nous le disions tout à l'heure, il faut faire la différence entre la vérité et le problème de l'essence de la vérité, qui n'est pas du type de la vérité scientifique. Tout à fait d'accord. L'essence de la vérité est d'un autre ordre, de même qu'on a dit que l'essence de la technique n'était pas technique. Oui. Exactement, il faut dire l'essence de la vérité est une problématique. Je suis tout on à peut fait... errer d'ailleurs, mais qui est une problématique authentique, oui, par rapport aux vérités spécialisées des sciences actuelles. Aujourd'hui, les vérités scientifiques sont essentiellement culturelles, oui, et n'ont plus rien de cosmologique.
Einstein a peut-être été le dernier. Il n'y aurait plus un Newton aujourd'hui. On ne peut plus faire une histoire du ciel, un problème cosmique. C'est plus possible. Absolument Ni pas. la physique, enfin, ça Bachelard l'a très bien vu, c'est quelque chose de culturel. Et le mot cosmique n'est employé par Bachelard que en ce qui concerne la poésie, jamais en ce qui concerne la science. l'imaginaire et jamais en ce qui concerne Alors, le il rationnel. reste aux philosophes un sens de la totalité que nous ne pouvons absolument pas évacuer dans notre vie. Non, c'est la définition même de la philosophie. Exactement. Plus la science deviendra culturelle et moins cosmique, moins totale, plus il y aura besoin d'une philosophie pour rassembler les hommes et pour... la philosophie sera d'autant plus indispensable que la science sera plus vérité, rigoureuse et technique dans un domaine spécial. Plus il y aura besoin d'un retour à cette essence de la vie. C'est-à-dire, tout à fait d'accord. La philosophie a toujours été une lutte pour la clarté, pour la clarification, pour la cohérence. Et à ce titre, c'est une œuvre de langage particulière et privilégiée. C'est dans la réflexion philosophique, dans la spéculation philosophique, que tous les problèmes de signes, de sens, des autres disciplines viennent se réfléchir. L'histoire de la philosophie nous montre que la philosophie a toujours été une lutte contre les malfaçons du langage, contre les questions mal posées par piège de langage, et par conséquent, elle est en lutte avec son propre langage. Mais vous venez de dire tout à l'heure dans votre émission que la fin de la philosophie, enfin le but qu'on devait se proposer, c'était la clarification du langage et puis la cohérence, l'établissement d'une cohérence. Et dans le reste de votre émission, vous avez parlé du polysémantisme fondamental du langage. Est-ce qu'il n'y a pas là, pas une contradiction, mais une certaine opposition qui recouperait un peu l'opposition apparente qu'il y avait entre l'émission de Canguilhem et celle d'Hippolyte. Hippolyte disant qu'il ne pouvait pas y avoir d'erreur en philosophie, et puis Canguilhem disant qu'il n'y avait de vérité que dans la science. La science étant du côté de la cohérence, et la philosophie peut-être du côté de la polysémie. Oui, je pense que cette contradiction doit être introduite à l'intérieur du travail philosophique. Car la cohérence, je ne dirais pas que c'est un but, mais c'est le moyen obligé, le chemin de passage imposé à la philosophie et qui la sépare entièrement de la poésie, disons. Mais cette cohérence ne pourra jamais être qu'un idéal formel pour la philosophie parce que vient affleurer dans ce champ de la philosophie d'abord tous les langages hérités et porteurs de leurs empilements de signification, le langage ordinaire, les problèmes hérités de la réflexion sur la science, sur l'éthique, et il me semble donc que la philosophie doit être considérée comme ce lieu d'affrontement entre une tâche formelle de cohérence et d'autre part l'effort pour recouvrer à travers cette multiplicité des sens ce dont il est finalement question en philosophie, c'est-à-dire dire ce qui est. C'est-à-dire que le polysémantisme serait du côté soit alors de l'ontologie, soit des contenus culturels livrés et transmis par l'histoire. Et puis, la cohérence serait du côté de la forme même du discours. Oui, quand nous parlions tout à l'heure de communication, cette communication avec soi et avec autrui, c'est le plan formel du discours, mais je ne pense pas qu'on puisse définir la philosophie par sa propre formalité. Il me semble que la philosophie nous ramène à la question beaucoup plus primitive, à la question en somme primordiale, la question, disons, d'Aristote. Qu'est-ce qui est ? Vous avez déjà parlé de la question entre vous, je suppose. À mon sens,
Il y a trois questions liées les unes aux autres dans la question qui nous occupe aujourd'hui, dans le problème qui nous occupe aujourd'hui. La première question, le premier point, c'est la contradiction apparente, je dis bien apparente, entre la proposition d'Hippolyte, il n'y a pas d'erreur en philosophie, et la proposition de Canguilhem, il n'y a pas de vérité philosophique. D'ailleurs, la proposition d'Hippolyte a été interprétée par certains. Le philosophe ne se trompe jamais. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça qu'il a voulu dire. La seconde question, c'est alors l'élucidation de votre propre conception, Canguilhem. Et enfin, la troisième question, qui à mes yeux est sous-jacente à toutes les autres, qui en est le sens, c'est la question de la signification de l'entreprise philosophique. Que signifie philosopher? Ces trois points sont liés, et je ne pense pas qu'on puisse les regarder isolément. Il faut les voir ensemble. Oh, nous sommes d'accord sur la contradiction apparente, parce que moi, j'ai pas du tout éprouvé de gêne lorsque j'ai lu ton texte. Il m'a paru parfaitement complémentaire de ce que je disais, qu'il n'y ait de vérité au pluriel que scientifique dans les sciences actuelles, et que le philosophe ne puisse pas se tromper, il ne fait qu'errer. Ceci dit, il y a de grandes philosophies, puis il y a des philosophies qu'on ne considère même pas, enfin qui n'existent pas comme philosophie. Je suis un peu surpris à l'idée que j'ai pu être mal compris. J'ai dit il n'y a pas de vérité philosophique. Je n'ai pas voulu dire il n'y a pas de vérité dans une philosophie. Un philosophe peut se tromper s'il commet des paralogismes. J'ai simplement voulu dire ceci, c'est que le discours philosophique sur ce que les sciences entendent par vérité ne peut pas être, lui, dit à son tour vrai. Il n'y a pas de vérité de la vérité. Pour Kant, par exemple, l'analytique transcendantale représentait un type de vérité encore. Ce n'est même plus vrai pour nous aujourd'hui. Ce n'est même plus vrai aujourd'hui en ce sens qu'il n'y a pas un transcendantal qui est sa vérité. Ben, je pense que Foucault est d'accord. Nous sommes dans un anthropologique qui se dépasse, nous ne sommes jamais même dans un transcendantal. Oui, mais l'anthropologie, enfin, ceux qui constituent actuellement le fond anthropologique sur lequel, malheureusement, nous réfléchissons trop souvent, c'est bien, précisément, un transcendantal qui se voudrait vrai au niveau naturel. Mais qui ne peut pas l'être. Qui ne peut pas l'être. Mais à partir du moment où on essaie de définir une essence de l'homme, oui, qui pourrait s'énoncer à partir d'elle-même, et qui serait en même temps le fondement de toute connaissance possible et de toute limite possible de la connaissance, oui, alors on a bien une vérité à deux niveaux. La vérité et puis la vérité de la vérité. Et c'est un paralogisme, ou en tout cas c'est pas possible. Écoutez, voyons, est-ce que vous admettez ou vous n'admettez pas qu'il y a une vérité du discours philosophique comme tel, c'est-à-dire qu'il puisse être dit vrai ou faux, qu'on puisse dire qu'un système philosophique est vrai ou faux? Personnellement, je ne l'admets pas. Moi non plus. Il y a une volonté de vérité. Vous m'avez dit, vous dites Foucault, il y a une volonté de vérité, il y a une visée de vérité, mais même si on vise la vérité et qu'on ne l'atteint pas, c'est quand même la norme de vérité qui est en question, dans ce cas-là. Or, c'est bien de ça qu'il est question. Est-ce que la norme de vérité convient à la philosophie? Je crois que Canguilhem ne l'admet pas. Non. Il n'admet pas. Je n'admets pas que la norme de vérité convienne à la philosophie. Il me semble que ce qui convient à la philosophie, c'est un autre type de valeur, pour prendre un terme plus général que celui de vérité. Oui, mais n'est-ce pas parce que vous avez commencé par penser le problème de la vérité en termes de normes et de critères? Je me demande, moi, si la question de la vérité n'est pas la dernière question qu'on puisse se poser, et non pas la question préalable. Ce n'est pas à partir d'un modèle épistémologique que l'on peut poser le problème de la vérité, mais à partir d'une autre question, me semble-t-il. Et il me semble que la question fondamentale de la philosophie, c'est ce qui est. Ce qui est. Alors, si la première question, c'est qu'est-ce qui est? Question d'Aristote. La théorie de la connaissance est seconde par rapport à la théorie de l'être. Et
la science elle-même est seconde par rapport à la connaissance. Si bien que ce que vous appelez valeur, Oui. Est-ce que nous ne devons pas l'appeler vérité si nous définissons la vérité, le recouvrement le plus entier qu'il soit possible du discours et de ce qui est? Si vous accordez qu'il y a un problème de valeur pour la philosophie, le champ dans lequel vous intégrerez la valeur scientifique et les autres valeurs, c'est un champ justement où vient se manifester le problème que j'appelais tout à l'heure justement vérité, à savoir le recouvrement de l'être par son discours. Et alors, vous n'avez jamais qu'une forme, je ne dirais pas déchue, car c'est une forme privilégiée, mais une forme dérivée de la vérité, dans la vérité scientifique. Je pourrais répondre à votre question d'une certaine manière en la refusant. Je pourrais refuser votre définition de la vérité, le recouvrement du discours et de ce qui est. Parce que, précisément, pour la science, ce qui est, c'est ce qu'elle définit progressivement comme étant le vrai, indépendamment de tout rapport à un être supposé comme terme de référence. C'est dans la mesure où certaines philosophies ont conservé une certaine définition réaliste de la vérité par cette confrontation du discours et de l'être que on peut admettre que, tirant les conclusions de ce que aujourd'hui dans la science on entend par vérité, on peut en tirer pour la philosophie cette conclusion qu'elle peut, tout en restant fidèle à son projet fondamental, définir ou du moins entrevoir sa propre valeur, sa propre authenticité, sans revendiquer pour elle-même ce concept de vérité dont il est bien entendu qu'elle a à s'occuper dans la mesure où elle est le lieu où la vérité de la science se confronte avec d'autres valeurs telles que les valeurs esthétiques ou les valeurs éthiques. Voilà, oui. Ce n'est peut-être pas très clair, mais je n'ai pas dit autre chose, me semble-t-il, au cours de ma discussion avec Alain Badiou. Est-ce que je peux, intervenir simplement pour dire, tu as dit qu'il n'y avait pas pour la science d'objet total, ni nature, ni cosmos, ni univers. Et tu as dit que la science, c'était les sciences à l'heure actuelle, c'est-à-dire des aspects extrêmement spécialisés et qui établissent techniquement leur vérité, seuls qui existent. Tu as bien dit cela. Oui, j'ai répondu. Alors, dans cette mesure, nous réservons cette totalité dans laquelle nous sommes pris. Nature, cosmos, homme, nous sommes pris dans cette totalité. Je n'ai pas dit autre chose. Tu l'as pas dit. Mais c'est pour ça que n'ayant pas dit autre chose, il y a mon entretien avec Badiou. Et donc ce rapport avec cette totalité, c'est la question de la vérité. C'est la question de la vérité. J'entends bien que dans ces formes historiques, elles sont contemporaines de certaines formes de science, que donc les énoncés philosophiques sont eux aussi frappés de vieillissement en tant qu'ils sont corrélatifs d'un état des sciences. Mais la question même, à savoir que je suis dans ce qui est et que j'éprouve à la fois ma situation, j'y ai des projets, et que dans ce rapport entre une situation et un projet, je déploie une certaine lumière dans lequel un discours est possible, c'est là le réseau de la vérité. Parce que si nous n'appelons pas cela vérité, mais nous l'appelons valeur, le rapport entre les différentes valeurs en jeu dans notre existence d'homme va se trouver entièrement coupé de cette question de la totalité. Autrement dit, l'idée de totalité, c'est la façon dont se récupère rationnellement ce rapport de mon être à l'être. Oui, d'ailleurs, il me semble que je ne vous ai pas dit, mon cher Badiou, autre chose. Quand j'ai dit que la totalité, ce n'était pas du côté de la nature ou du cosmos ou du monde que nous la trouvions, mais que c'était précisément l'affaire propre de la philosophie. Que les valeurs doivent être confrontées les unes aux autres à l'intérieur même
d'une totalité qui ne peut être précisément que présumée, j'en suis tout à fait d'accord, mais du moment qu'elle ne peut être que présumée, et que vous ne pouvez pas, selon moi, lui donner la signification de l'être au sens aristotélicien auquel vous vous référiez tout à l'heure, alors il me semble que je puis, je ne dis pas que j'ai raison, bien entendu, puisque ce serait contredire à mon propre axiome, il me semble que je puis être fondé à concevoir la tâche propre du philosophe comme ne relevant pas spécifiquement de ce mode de jugement auquel convient expressément les valeurs de vrai et de faux. Est-ce que nous serions d'accord pour dire qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une pensée philosophique qui ressemble à l'ontologie ancienne, c'est-à-dire à une théorie préalable de l'être? Je n'ai pas voulu dire autre chose. Alors, ce qui signifie qu'il n'y a plus de théologie. Mais c'est il donc... n'y a pas non plus de catégorie objective. Il n'y a pas de théologie préexistante à la science. Il n'y a pas de catégorie objective préexistante à la science, et alors je ne suis pas surpris de voir que parmi les auditeurs qui ont pu être surpris, vous me disiez, mon cher Badiou, que je scandaliserais. Je vous ai dit, de toute façon, je ne crois pas que je vous scandaliserais, et même je ne pensais pas, j'étais certain de ne pas vous scandaliser, vous. Eh bien, parmi ceux précisément qui ont pu être surpris, il y a ceux pour qui la philosophie c'est à la rigueur un substitut de théologie, ou ceux qui pensent qu'ils ont désormais le moyen de transformer la philosophie en science. En catégorie objective substituable à une pensée révolutionnaire active. Oui, mais ces catégories objectives sont déjà une forme dégradée de leur propre question. Et c'est cette question qu'il faut retrouver. C'est le champ même de la question. Tout à fait d'accord. Mais tout à fait d'accord pour cette problématique. Donc, s'il y a une question, comment appellerez-vous le rapport que nous avons avec cette question, si ce n'est pas un rapport de vérité? Sinon, vous allez faire du rassemblement de vos valeurs et de leur confrontation simplement une grandeur culturelle. Mon cher. Or, les cultures font apparaître certaines combinaisons de valeurs, précisément, et les cultures sont le milieu historique de la confrontation des valeurs. Mais ce dont il est question lorsque nous disons avec Descartes et le Descartes du cogito, je suis, donc la question qui est impliquée dans la question je suis, cette question-là n'est pas liée à l'histoire d'une culture. Elle est d'une autre dimension. Elle est peut-être d'une autre dimension, mais si vous me permettez, vous me dites, est-ce que ce rapport de la question de la question que suis-je à l'être, est-ce que je ne peux pas appeler cela vérité? Je répondrai, je ne peux pas appeler vérité une question, je pourrais à la rigueur appeler vérité une réponse. Oui, c'est la question de la vérité. Mais l'essence, quand Willem m'a accordé tout à l'heure l'essence de la vérité... Je n'ai pas dit le contraire. La question de la vérité est peut-être une question philosophique, mais une philosophie, dans la mesure où elle se propose comme une réponse à cette question, une philosophie ne peut pas être classée par rapport à une autre philosophie donnant une réponse différente selon le critère du vrai ou du faux. Autrement dit, personnellement, je ne peux pas dire que Kant est... La philosophie de Kant est vraie, que celle de Nietzsche est une philosophie fausse. Il y a des philosophies ridicules, il y a des philosophies étroites, je ne connais pas de philosophie fausse. Oui, mais nous nous Par intéressons... conséquent, je n'en connais pas de vraie. Nous nous intéressons à la philosophie parce que chacune ayant un rapport interne, en somme, de ses questions à ses réponses et dessinant son champ fini, en somme, de sa vérité propre, elle nous intéresse parce que nous avons la conviction ou l'espoir que, à travers ces œuvres finies de l'esprit humain, se produit la rencontre avec le même être. Sans quoi, nous serions schizophrènes. Mais nous n'avons pas en même temps le moyen de montrer qu'il s'agit de la même chose. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous espérons être dans la vérité, mais nous ne pouvons pas assigner la vérité à un système philosophique produit par l'histoire de la culture. D'accord. Ouais. Je voudrais ramener la question sur un terrain peut-être plus élémentaire et plus positif en même temps. Vous avez vous-même montré, en accord avec l'inspiration générale de l'épistémologie contemporaine, que la science ne découvre pas la vérité.
ou ne révèle pas une réalité qui lui serait antérieure, mais qu'elle institue ou constitue à la fois, en somme, le problème de la vérité et les procédures effectives par quoi, partiellement, ce problème peut recevoir une série de réponses ordonnées. Oui. Vous accepteriez donc de dire que la science n'est pas ce à travers quoi l'homme découvre le vrai, mais que la science est historiquement la forme culturelle qui, en quelque sorte, institue sur un terrain valable le problème du vrai. Si vous admettez que l'homme est, en somme, historiquement producteur de la vérité, sous la forme de la pratique scientifique, alors, comme pour toute production, se pose le problème de la fin ou du télos du produire. Et par conséquent, je serais assez d'accord pour dire que, d'une certaine manière, la philosophie s'interroge, non pas sans doute sur... Plutôt, la philosophie n'est pas comme telle une production de vérité, mais elle s'interroge sur la fin ou sur la destination de cet événement producteur particulier. Il me semble que nous l'avions dit au cours de notre entretien. Je crois avoir dit, autant que je me souvienne, que la question de la possibilité de la science n'était pas une question scientifique, le pourquoi des mathématiques n'était pas une question de mathématiciens. La science constitue la vérité sans finalité de la vérité. Sa finalité, c'est la vérité, mais il n'y a pas pour la science la finalité de la vérité. Et alors la finalité de la vérité, l'interrogation sur la finalité de la vérité, c'est-à-dire ce qu'on peut en faire par exemple dans une pratique, ce qui a toujours été une question fondamentalement philosophique, ce qu'on peut en faire dans une pratique, cela est précisément philosophique. Mais il me semble que toute la philosophie moderne, surtout depuis Kant, est caractérisée par ceci, c'est que la connaissance de la vérité n'est pas suffisante pour résoudre la question philosophique totale. Non, mais est-ce que tu m'accorderais que nous sommes, les sciences parlent un langage techniquement proche d'un langage univoque et constituent seuls des vérités au sens strict du terme? Oui. Seulement, ce langage qui a un certain code, c'est-à-dire qui est institué à partir de certaines conventions expresses. Ce langage qui a un certain code est lui-même lié à un langage naturel. Le seul dont nous partirons, nous ne partirons pas de données, nous partirons d'un langage naturel, qui était sans doute spontanément ontologique avant la philosophie, qui ne peut plus l'être aujourd'hui, mais qui n'en reste pas moins le langage naturel, lequel est à lui-même son propre code, tandis que tous les autres ont un code par rapport à ce langage. Il reste donc un certain lieu où se rencontrent tous les problèmes techniques de vérité qui sont découverts par les sciences de plus en plus culturelles et spécialisées, lieu d'où on part et lieu où l'on retourne. Et si j'osais, je dirais, et j'espère que les professeurs de philosophie ne m'en voudront pas, que la vraie philosophie aujourd'hui est obligée d'être une certaine vulgarisation, dans le meilleur sens du terme, j'entends par là, qu'elle est obligée de retraduire ce qui ne se traduira jamais de proche en proche, parce que même dans les intersections des sciences, c'est encore des sciences spéciales. On ne peut pas dire ni que la chimie biologique, ni que même l'information, ni que... Tout ceci, ce sont des spécialités, même dans les intersections. De telle sorte qu'on a mal compris ta pensée, on a cru que tu voulais dire qu'il y avait une vérité du scientisme, genre l'avenir de la science, ou genre Strauss. Mais pas du tout, au contraire, il y a des vérités. Et il y a un lieu où germe l'essence de la vérité, l'existence dans son projet total de départ et de réduction. Et alors il me semble que par rapport à votre question, certes la philosophie a commencé avec la science, il y a un avant, mais un jour la philosophie, sous une certaine forme, s'est terminée pour donner naissance à une pensée philosophique d'autant plus indispensable. Mais il y a quelque chose d'irréversible. On ne peut plus refaire une ontologie comme Aristote. On ne peut plus refaire une ontologie comme Descartes. Mais enfin... Et en même temps, je puis parfaitement comprendre de quoi il était question dans les grandes philosophies du passé.
par conséquent, ce que ces philosophies cherchaient, et si l'on peut dire, reprenant votre langage, le lieu d'où elles partaient, le lieu où elles vont, n'est plus un lieu qui nous soit interdit ou fermé. C'est pourquoi l'histoire de la philosophie n'est pas l'histoire de la science. Vous disiez qu'il n'y a pas d'erreur en philosophie, mais on pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de progrès. Aucune question n'est abolie, n'est périmée, alors que dans l'histoire des sciences, l'histoire des techniques, il y a vraiment quelque chose qui est définitivement perdu. Mais je puis en même temps comprendre que ce que dans le rapport avec les sciences, et pour des raisons du développement des sciences, nous appelons question d'existence, c'était la même question que celle qui était appelée question de l'être dans la philosophie grecque. Et par conséquent, cette reconnaissance d'un même lieu d'origine et d'un même lieu de destination du discours philosophique, c'est cela qui me permet de parler d'un problème de la vérité. Est-ce que vous accepteriez de dire qu'une philosophie, c'est en somme un centre de totalisation de l'expérience d'une époque, étant entendu que l'ambiguïté des rapports avec la science naît peut-être de ce que cette totalisation s'efforce de s'opérer dans le cadre d'un code ou d'un langage qui, pour une part, importe ces critères de rigueur, voire de cohérence, de la science. Dès lors, nous aurions à la fois une définition du projet philosophique, et nous pourrions, je crois, reconnaître la valeur et la signification de ce projet, indépendamment de la notion de vérité au sens strict, telle que vous l'avez introduite. Nous disposerions, d'autre part, d'une sorte de norme à l'égard de ce projet, d'une finalité au regard de quoi ce projet prendrait son sens et sa dignité, et en même temps nous pourrions peut-être rendre compte des ambiguïtés et des difficultés qui localement se sont produites dans la confrontation entre science et philosophie, dans la mesure où, à diverses époques, et peut-être est-ce maintenant terminé, à diverses époques, la philosophie a pu croire que cette totalisation générale de l'expérience d'une époque dans laquelle elle était engagée pourrait se formuler dans un langage analogiquement rigoureux par rapport au modèle ou au paradigme que la science lui fournissait. Oui, mais en même temps, il ne faut pas laisser retomber ces philosophies à de simples grandeurs culturelles, hein, qui seraient comme des points de concentration historique, sous peine de perdre ce qui était en question dans ces philosophies, et du même coup de casser l'histoire de la philosophie. Si nous perdons le sens de la continuité des questions philosophiques, et par conséquent de l'espace dans lequel ces questions sont promues, nous n'arrivons plus, nous arrivons simplement à faire une sorte d'histoire culturelle de la philosophie, et non plus une histoire philosophique de la philosophie. Il y a deux questions dans ce que disait Badiou, et dont le rapport fait difficulté. Dire que la philosophie est le centre de totalisation de notre époque, c'est bien au fond ainsi que je la conçois, pour ma part. Mais dire aussi qu'elle est un dialogue avec toutes les philosophies du passé, comme si on pouvait isoler ce rapport histoire de la philosophie comme la philosophie. Ce sont deux choses assez différentes, car il se pourrait qu'il y eut dans notre histoire des points de nouveauté essentiels à certains moments, ce qui ne fait pas disparaître le dialogue avec les philosophes du passé. Il se pourrait que, avant que la philosophie naisse, pré-socratique, il y ait une certaine façon de poser le problème de la philosophie et de l'être qui était lié, parce que la science n'était pas apparue. Et il se pourrait qu'il y ait une époque où la science est apparue presque suffisante à elle-même, Newton, qui a entraîné un certain type de philosophie. Et une époque où il ne peut même plus y avoir de Newton, et peut-être plus d'Einstein, et où la philosophie est obligée encore de se poser d'une autre façon, sans rompre le dialogue avec le passé. Mais cette nouveauté, pour penser une époque, est aussi quelque chose d'essentiel. Vous êtes bien d'accord? Oui, je suis d'accord, mais il me semble que si la philosophie, au sein même de son projet, doit se médier, en somme, par le travers de sa propre histoire, oui,
c'est qu'elle trouve dans cette histoire, elle trouve les instruments qui ont été progressivement forgés et qui sont ceux de la catégorie de totalité. Autrement dit, il me semble que c'est la catégorie de totalité comme telle qui fonde la continuité du discours philosophique. Ce que je voulais éviter, c'est une conception des problèmes philosophiques tirés d'une philosophie à pérennis à laquelle je ne crois pas. Je crois au dialogue des philosophes, à la médiation des philosophes, et je crois beaucoup plus à la pensée philosophique que je ne crois à une histoire indépendante de problèmes philosophiques à travers les philosophes. Voyez-vous, c'est contre ça que j'en avais. En ce sens, on ne peut répéter aucune philosophie, mais on peut comprendre sa question, et c'est en la comprenant que je comprends ma question. Exactement. S'il est vrai que la philosophie est la totalisation de l'expérience d'une époque, dans la mesure où cette expérience contient, elle, des modes d'expérience tels que la science ou la technique, qui, je ne parle naturellement pas de l'art, mais pour la science et pour la technique, sont des activités qui disqualifient ou déprécient leur propre passé, et dont c'est même la fonction essentielle. L'intégration, à un moment donné, d'une mathématique comme celle de Hilbert, d'une physique comme celle d'Einstein, de formes d'art comme l'est, par exemple, la peinture de Picasso. L'intégration de ces modes d'expérience, précisément parce que certains de ces modes comportent un progrès, cette intégration ne peut jamais s'opérer de la même manière, même si l'intention de totalisation, le projet de totalisation reste identique. Et par conséquent, si il n'y a pas d'homogénéité des philosophies, c'est-à-dire de ces tentatives d'intégration sous le rapport de leur procédure et par conséquent aussi de leur style et de leur conclusion. Alors, on ne peut pas les confronter les unes aux autres sous un certain rapport qui puisse être dit de plus ou moins de vérité. Et nous retrouvons encore ma proposition de l'autre jour. Les philosophies se distingueront par conséquent les unes des autres, non pas parce que les unes sont plus vraies que les autres, mais parce qu'il y a des philosophies, comme d'ailleurs vous l'avez dit tous les trois spontanément, parce qu'il y en a qui sont grandes et d'autres qui ne le sont pas. À quoi vous le reconnaissez? Autrement dit, y a-t-il un critère de cette grandeur ou de cette étroitesse de... Je ne pense pas qu'il y ait... Je ne pense pas qu'il y ait un critère. S'il y avait un critère, nous retomberions. Vous arriveriez à me faire dire c'est un critère de vérité. Vous ne voulez pas dire. Ce que jusqu'à présent je ne veux pas dire. Si ce n'est pas il y a peut-être des signes auxquels on reconnaît une grande philosophie et une philosophie petite ou étriquée, comme je l'ai proposé tout à l'heure. Si c'est vrai que la philosophie doit être la vulgarisation, en un sens non vulgaire, la vulgarisation, comme le disait Hippolyte, de tous ces codes différents qui sont adoptés par les sciences en voie de constitution, par toutes les activités de type culturel d'une époque donnée. Il me semble que il y a un côté fondamentalement naïf, je dirais même populaire, de la philosophie que l'on tend trop souvent à négliger. Et peut-être qu'une grande philosophie, c'est une philosophie qui a laissé dans le langage populaire un adjectif. Platon a donné platonique, les stoïciens ont donné stoïcien, Descartes a donné cartésien, Kant a donné kantien, l'impératif catégorique. Autrement dit, il y a des philosophies qui, parce qu'elles ont bien totalisé l'expérience d'une époque, ont réussi à diffuser dans ce qui n'est pas la philosophie, mais les cultures qui à son tour, les modes de culture qui à son tour seront à totaliser par une autre philosophie, et
qui ont, en ce sens, eu un impact direct sur ce qu'on peut appeler notre existence à tous de tous les jours, notre existence quotidienne. Alors, il me semble que ce n'est pas, ce critère peut paraître, cet indice, pardon, peut paraître vulgaire, et je me demande s'il n'est pas quand même authentiquement philosophique. Et même si on se trompe quand on dit stoïcien ou stoïcisme, je veux dire même si le vulgaire se trompe dans l'acception du terme, de l'adjectif. Mais le vulgaire n'est pas obligé de connaître Cléante et Chrysippe, mais il sait quand même ce que c'est que stoïque, et stoïque, c'est quand même un mode d'attitude qui a été proposé, réfléchi par une philosophie. Une grande philosophie, d'accord, est une philosophie qui est capable de se traduire d'une certaine façon dans la langue commune de tous. Oui. Simplement, il faut aussi distinguer totalisation de somme, nous sommes tous d'accord, et une totalisation pour avoir un point d'impact. Et souvent, une totalisation partielle et presque partiale pour le point d'impact. De telle sorte que le caractère aigu du génie philosophique, car c'est bien ici quelque chose qui touche au génie, et de rentrer en contact avec son époque, non pas par le travail des épigones, c'est-à-dire accumuler des sommes, mais par un contact profond avec ce que l'époque est en train de balbutier. Certainement. Il y a de ça. Certainement. Oui, je ne voudrais pas que nous terminions sur un accord apparent. Non, il y aura un point, moi, sur lequel il vaut mieux que nous ne soyons pas d'accord. Il vaut mieux que, enfin... Je résisterai, si vous voulez, sur un point, de ramener à une sorte de signe social, ce qui tout de même me paraît plus important, à savoir que dans une grande philosophie, nous présentons un pouvoir de rassemblement qui est alors l'équivalent d'un rapport avec la réalité, avec l'être. Et je dirais qu'une grande philosophie, c'est celle où nous avons une impression de la vérité. L'indice social est comme une sorte de signe qui montre et qui cache aussi l'importance de l'enjeu. Ah oui, on peut mettre l'accent sur montrer ou cacher. Personnellement, c'est cette... Vous mettez l'accent sur montrer. Je mettrais plutôt l'accent sur montrer. Oui, mais je voulais dire simplement que nous ne pouvons pas réduire à un critère d'influence sociale ce qui est aussi le rapport de chaque totalité partielle avec ce que nous appelions tout à l'heure cet espace de rencontre des philosophies où il est question de la vérité, où peut-être la vérité reste sa propre question. Mais cette présomption de vérité, c'est peut-être aussi ce que le sentiment populaire ressent parfaitement, que vraiment dans une grande philosophie vient à la parole ce qui est notre rapport varié dans l'histoire, mais fondamentalement le même. Je ne dis pas le contraire, et c'est pourquoi je préfère vous accorder le mot que vous venez de reprendre et dont je me suis servi, c'est-à-dire populaire plutôt que social. Je n'ai pas voulu parler d'un critère social, mais certainement d'une populaire, pour moi, c'est le signe d'une certaine authenticité. Oui, mais pour ma part, je ne voudrais pas séparer authenticité de vérité. Oui, eh bien, moi, il me semble que toute ma défense reviendrait à dire je ne vois pas pourquoi employer le même mot et le même concept en deux sens différents. Mais vous, Alain Badiou, qui êtes professeur, quand vous définissez une philosophie comme un centre de totalisation de l'expérience d'une époque, est-ce que ça vous permet d'enseigner la philosophie? Qu'enseignez-vous sous ce nom? On n'enseigne pas, en tout cas, une philosophie au sens que revêt cette définition. Cela, ce serait donner un enseignement dogmatique qui procéderait effectivement à cette totalisation. Ce serait quelque chose comme le cours de Hegel ou un cours de philosophie scolastique. Par conséquent,
au sens très rigoureux du terme, dans un enseignement élémentaire de la philosophie en tout cas, on ne philosophe pas. Alors que fait-on? Eh bien, je crois que l'on apprend aux élèves la possibilité de la philosophie. C'est-à-dire que par une série de détours, par l'examen des doctrines et des textes, par l'examen des concepts, par le parcours des problèmes, on leur montre qu'est possible un langage à travers quoi cette totalisation s'opérerait. Et je définirais volontiers l'enseignement de la philosophie comme l'enseignement de la possibilité de la philosophie, ou la révélation de la possibilité de la philosophie. Sinon, il n'y aurait d'autre recours qu'enseigner une philosophie, ce dont précisément notre enseignement entend se garder. Et du point de vue de l'enseignement, est-ce qu'il vous serait possible de tirer des conclusions sur le débat qui nous a occupés, je veux dire, sur la question de la vérité et de la non-vérité philosophique? C'est une question difficile, car vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord et je ne crois pas qu'il faille dissimuler ce désaccord. Il me semble que l'espace de votre désaccord est limité par deux accords qui sont malgré tout essentiels. D'abord, vous admettez tous que la science est un des lieux de la vérité. Autrement dit, qu'il est pleinement pourvu de sens de parler de la vérité scientifique ou des vérités scientifiques. Et d'autre part, vous admettez tous aussi que la question de l'essence de la vérité est une question proprement philosophique qui, comme telle, ne tombe pas dans le champ de l'activité scientifique. La philosophie consiste à se demander, dans un point de vue qui est celui de la totalisation, ce que doit être l'homme, ou quel rapport l'homme doit entretenir avec l'être, pour que l'homme soit celui pour qui il y a vérité. En somme, la philosophie s'interroge non pas peut-être sur les vérités, mais sur le télos de la vérité au regard de l'existence humaine. Cette définition, pour les uns, suppose que la philosophie même relève d'une sorte de connivence fondamentale ou fondatrice avec la norme qu'elle entend interroger, et qu'elle se tient, en somme, dans la lumière de cette norme. Et pour les autres, cette question suppose au contraire que la philosophie, interrogeant le lieu de la vérité, sort en somme de ce lieu et doit inventer ses propres normes. Le statut de la vérité contrôlable, effectuée, précise, demeure l'objet de notre désaccord. Il y a comme à l'horizon du dialogue une visée du vrai ou une ouverture au vrai qui est peut-être ce à partir de quoi nous avons posé nos questions, compris nos questions et aussi par conséquent formulé nos réponses.